Chers téléspectateurs, vous êtes sur Africa 24 en direct de Casablanca au Maroc dans le cadre du Forum Afrique Développement. L'heure est au panel, des rencontres entre personnalités politiques, économiques qui discutent de problématiques liées au continent africain. Il sera question dans le panel qui va suivre à l'instant d'entrepreneuriat en Afrique et de libération des énergies avec plusieurs invités, plusieurs orateurs dont Jean Kakoudiagou, le président du groupe NCA Bank ou encore M. Christian Gang, président général de Madeleine Casalis du Cameroun. Donc vous restez sur Africa 24, chers téléspectateurs, voici le panel. Merci d'être là pour la suite de ce Forum international Afrique Développement. Nous allons attaquer le panel cet après-midi dédié à l'entrepreneuriat. Évidemment, deux grands sujets pour ce Forum international Afrique Développement, l'électrification et l'agriculture. Mais l'entrepreneuriat est véritablement le trait d'union entre ces grands sujets et pour le continent. Avant d'accueillir à mes côtés l'ensemble des intervenants qui vont pouvoir débattre devant vous des enjeux de ces questions d'entrepreneuriat chez nous, je voudrais partager avec vous deux informations. La première, c'est que je vous invite, pour celles et ceux qui ont envie d'aller découvrir, à côté du siège d'Attijari Wafa Bank, dans l'espace Actua, organisé par la Fondation Attijari Wafa Bank, l'exposition qui s'intitule « Art transsaharien, un art de vivre perpétuel ». Vous allez y découvrir l'art traditionnel des cultures nomades du sud du Maroc aux rives du Niger et un savoir-faire en symbiose avec les ressources locales et en symbiose avec le milieu naturel. Les bus ou minibus sont à votre disposition de 14 à 18 heures. Évidemment, on vous prenne, vous y amène, vous attendez, vous ramène pour découvrir cette exposition puisqu'il est essentiel de montrer ce que l'art apporte aussi à notre continent et par notre continent. Je voudrais aussi préciser que cet après-midi, il y aura deux présentations pays que nous allons pouvoir découvrir. La première sera donnée dans quelques instants, c'est la présentation du Sénégal, et qui sera à 15 h à salle Enfa, et elle sera suivie à 16 h par une présentation des stratégies de la République du Congo. Et donc, c'est ceux qui ont envie de comprendre et de découvrir ces stratégies qui puissent se diriger vers la salle Enfa. Enfin, en vous remerciant de rester pour parler d'entrepreneuriat, je voudrais vous proposer d'accueillir à mes côtés pour en parler Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement, de l'Économie numérique, qui est en charge des PME, des petites entreprises et de l'intégration du secteur informel, Monsieur Mamoun Bouhdoud. Nous allons accueillir aussi M. Jean Kakoudiagou, président du groupe NSIA, Mme Jamila Abbas, CEO, co-founder de M-Farm du Kenya, M. Christian Gang, CEO de Madeleine Casalis, M. Aïssam Schiller, Impact, Africa Impact Group, et notre intervenant qui nous vient de France, Isabelle Weber, directeur de l'International et de l'Université au sein de BPI. Venez madame, je vais vous installer ici. Alors monsieur Agar, qu'est-ce qu'il nous dit ce livre? Qu'est-ce qu'il raconte? Toutes ces pages-là, qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère que vous avez eu... au moins le sommaire, l'intro. Oui. Voilà, merci à tous. Mais depuis le temps que vous êtes arrivé, j'ai malheureusement pas eu le temps de parcourir ces 300 pages. C'est un livre qui parle de l'histoire de la recherche et la découverte. D'abord, nous avons un ministre, mais c'est un ministre qui, au Maroc, fait de l'inclusion pour éviter l'informel, essaie de donner une autre manière de voir ces questions d'entrepreneuriat. On va voir comment est-ce qu'il faut changer de paradigme, quel est le regard de l'expérience marocaine, comment on peut regarder les opportunités en Afrique. Nous avons 3 entrepreneurs qui sont dans des espaces complètement différents, dans des métiers différents. Une entrepreneur qui est au Kenya, un entrepreneur au Mali et un 3e entrepreneur qui est au Cameroun, je crois, c'est ça ? Et qui vont partager avec nous dans des activités différentes. Et il se trouve que nous avons un entrepreneur d'un autre type, mais lui, on va essayer de voir, comme nous avons l'habitude de le faire dans nos traditions africaines, à travers la sagesse de l'expérience, comment est-ce que, à travers son parcours, on peut partager
avec des entrepreneurs tout jeunes, tout récents, qui ont peut-être un regard différent. Et on va essayer de voir avec lui, Jean Kakou Diago, est-ce que dans nos univers, dans nos Afriques, dans cette diversité, est-ce que c'est facile d'y croire? Est-ce qu'on peut y aller? Avant de donner la parole à Jean Kakou Diago, je voudrais remercier aussi de sa présence Isabelle Bubéard, qui est directeur de l'international et de l'université au sein de BPI France. On va découvrir avec vous dans quelques instants ce qu'est BPI France. Mais on va aussi regarder avec vous, Isabelle Bubéard, tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites pour accompagner les entreprises? Parce qu'in fine, on va voir que vous êtes une banque un peu atypique. Les entrepreneurs ont besoin d'argent, mais n'ont pas besoin que d'argent. Ils ont besoin d'autres choses. Et on va essayer de découvrir aussi avec vous quelles peuvent être les opportunités en Afrique et comment on peut ensemble créer de la valeur pour nos différentes populations. Jean Kakou Diago, vous avez démarré dans l'entrepreneuriat en quelle année? Bien. Je voudrais rectifier mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'ai dit? Cameroun. Ah pardon, non, je parlais de votre voisin. Vous êtes à Côte d'Ivoire. J'aime bien les Camerounais. Oui, non, mais je parlais de votre voisin. Pardon. Oui, alors j'ai démarré l'entrepreneuriat en 1995, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais dirigeant d'une entreprise filiale des sociétés françaises dans l'assurance. Et en 1995, j'ai décidé de créer ma propre société. Dans le secteur des assurances? Dans le secteur des assurances. Et puis... Est-ce que vous étiez trop sûr de vous, inconscient, ou parce que vous aviez une surmaîtrise de la situation? Bon, mon histoire est un peu atypique. J'étais dirigeant donc d'une entreprise à l'aise. Je n'avais pas de stress particulier, l'entreprise marchait et à un moment donné, j'ai eu un petit différend avec votre employeur. Mon employeur. Ça a duré 5 ans, ce différend. Et j'ai commencé à me poser des questions si je n'étais pas capable moi-même d'implémenter des concepts que je n'arrivais pas à implémenter dans cette structure. Et j'ai eu la chance d'être président pendant cette période-là des assureurs africains francophones, la FANAF, et d'écrire avec d'autres le code CIMA. Alors, cela m'a donné l'opportunité de connaître les hommes et de connaître l'espace CIMA, l'espace francophone de tous ces pays, les hommes, et surtout de voir naître un espace presque unifié des assurances où on avait la même réglementation du Congo, de la rive du Congo à la rive du Sénégal. Alors je me suis dit, ce que je voulais faire dans la société où j'étais, où j'ai essayé de mettre en place une holding pour l'Afrique et qu'on n'acceptait pas, peut-être que si j'ai créé moi-même ma structure, et je pourrais petit à petit faire le groupe que je rêvais de faire, mais uniquement avec les Africains. 20 ans après, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un groupe, on peut le décrire? Oui, nous sommes dans 12 pays africains, francophones surtout, mais aussi au Nigeria et au Ghana. Alors vous avez commencé dans les assurances. Quels sont les métiers dans lesquels vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, en dehors des assurances, nous sommes dans 12 pays. Nous sommes aussi en banque dans 2 pays, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Nous avons une société d'ingénierie financière, nous avons une société immobilière et une société de NTIC.
Voilà, à peu près. Il y a 25 pays, 25 sociétés environ. Combien de salariés? 2000 permanents et 3 à 4000 non permanents. Félicitations. Je crois que ça mérite des vrais applaudissements de voir des entrepreneurs comme vous. Alors, on va voir des expériences complémentaires, mais de jeunes entrepreneurs. Si Jean Kakoudiagos, je vous ai donné la parole en premier, c'est parce qu'on a toujours le sentiment que lorsque on a affaire à ce que nous appelons dans nos paysages un grand patron, il ne peut pas comprendre les problématiques des vrais entrepreneurs, il ne peut pas comprendre les problématiques de ceux qui sont sur le terrain et essayent d'innover, d'imaginer. Je vous ai demandé de raconter un peu votre histoire et on va faire dans ce panel un peu une démarche un peu inversée. En général, quand on est dans des panels, dans des forums internationaux, que nous avons des ministres, etc., on donne la parole d'abord aux ministres et après on va regarder les entrepreneurs. Le ministre qui est parmi nous aujourd'hui va nous le permettre. Il va peut-être attendre, écouter, mais on va aussi après l'écouter pour voir comment est-ce que, ensemble, entre ceux qui font de la politique, mais aussi ceux qui agissent sur le terrain, on peut trouver des complémentarités, sachant que nos réalités sont diverses et nos réalités sont nombreuses, parfois pas toujours faciles. J'ai envie d'aller vers les autres entrepreneurs, mais Jean Kakoudiagos, je voudrais aussi préciser pour l'assistance que vous êtes le patron des patrons en Côte d'Ivoire, vous êtes la tête du patronat, que vous prenez du temps en plus de vos activités pour animer le patronat, faire en sorte à ce que les activités économiques de Côte d'Ivoire puissent se développer dans de bonnes conditions. Vous nous parlerez tout à l'heure de ce que vous faites dans l'académie, ce forum, cette grande rencontre que vous organisez en Côte d'Ivoire, pour voir ce que vous faites et ce que vous essaimez et quel type d'action vous y menez. On reviendra à vous dans quelques instants. On va faire un petit voyage ensemble. On va aller au Kenya. Je voudrais m'adresser à Jamila Abbas. You have your mic, Jamila. We're going to switch to English. Please, tell us about your business. What is your business? We are a software solutions company in Kenya. We've created a platform that connects smallholder farmers in the rural areas to connect with buyers in the urban areas. If you look at most of the issues that smallholder farmers are having, is there's so many people participating in the marketing of the produce, and the supply chain is really long. So you see that smallholder farmers with little volumes of crops from their farms are unable to access the market based on the fact that the volumes are really small. So the platform that we have created is kind of a virtual cooperative where farmers are able to find each other. Farmers planting the same thing, the same time, and from the same region are able to talk to each other, bulk their produce, and take it. If I understand, it's an IT platform. Yes. Do farmers get connected easily? Do they use technology easily? It depends with the kind of farmers that we are dealing with. The most dedicated, the younger generation, they're very easy to adapt. But yes, the older generation, they have a lot of limitations and challenges, including illiteracy, including having the basic mobile phones and accessibility to internet. How did you initially, how did you think about this project? Why did you think that it was possible to bring a solution to these farmers this way in this area? My background is in software engineering. I actually studied here in Morocco, in Tangier. And when I went back to Kenya, I realized that the media, journalists and the TV were the ones who inspired me because they reported a lot about the problems that the farmers are facing. Mm-hmm. And I believe that the solutions are coming from the citizens themselves. So I thought the big challenge that the farmers are having is the information asymmetry. They don't have the information to make up their minds, whether they should take it to the better market, whether they should talk to each other or decide where they're going to sell it in this market or a different market. So the first thing I thought of was solving the problem of information. Can these farmers really know that the prices are like this? Can they see that this market is offering a better price? And then make up their minds whether they want to sell it to the person who's coming to the doorstep or they want to take it to the market themselves,
or if they can regroup themselves online and have access to better markets. So it was basically inspired by journalists, believe it or not. Okay, I think my colleagues that are journalists will be very glad to hear from a little bit from you. After that, giving in some interviews to share how can you be inspired by journalists to make business and make money. What about money? Do you get enough revenue for your business? We get revenue, but not enough to make us grow as fast as we want to and expand, because it's a business that can easily be replicated in different parts of the continent. And we are limiting ourselves to Kenya because of the resources. Okay, we're going to come back to this issue of resources, which is a real issue. How many people work in your company now? We have 11 people working in the company. 11 people? 11 people. How many customers? And do you think you can grow a little bit more? Yeah, we've been growing at more than 100%. The past few months, we have more than 20,000 users on our platform right now. Yeah, both on SMS. 30,000 users in your platform. Yes. They are all from your region in Kenya? They're all from Kenya, but we have a few from Somalia, Uganda, and the neighboring countries. Just a few. Do you think if you don't have this resource issue, you can expand more and consolidate? So when I speak of resources, I'm not speaking about the money alone. I'm speaking about resources in terms of skills as well. Okay. So you're creating a business that's supposed to be international, it's supposed to be global. Money, skills. Yeah. What else? The other resources that we talk about, I'll give an example of Amazon, because so many e-commerce platforms that are coming up in Africa, one of the limitations is the infrastructure. For example, if you buy a book on Amazon, the book will come all the way to your doorstep. Having an e-commerce system and doing that in this continent is very limiting, because the book is not going to get them itself to your doorstep. It has to be transported, it has to be checked, it has to be stored. It means you're targeting these logistics problems. Exactly. That we can find in several areas in Africa. Yeah. Okay. What can we do for that? How an entrepreneur as you can act? What can you do? How can you change things? Well, just like me, as I've seen there's a challenge and I thought there's an opportunity hiding behind that challenge, I think there's an opportunity hiding behind every problem. So an example will be, if I want to go to Tanzania or Uganda, it will be difficult for me to charge the users, because the payment platforms, the online or the mobile payment platforms in these countries are not really fully functional. So it means another entrepreneur or somebody else has to come up with a solution whereby people like us are able to charge the users, because we can't create the payment systems, we can't be the logistics, we can't be the warehousing, we can't be everything. So working with somebody else who is in the supply chain so that integration of the supply chain can be really easy, that will be a great step. Thank you for sharing your experience. We're going to come back to you a little bit later, because you are in IT and at the same time connected to farmers. I mean, very down to earth, but at the same time trying to find some new models for business. And the idea is to say, how can we in Africa think about this issue of the fourth industrial revolution? What can we do? We're going to talk about that at the end. Je vais aller vers le patron de Madeline Cazalis, qui lui vient bien du Cameroun, et qui est Christian Gant. Alors, vous, votre activité, elle est dans quel domaine? Madeline Cazalis est une marque de produits cosmétiques naturels destinée aux personnes résidant en Afrique avec un climat particulier. Donc, qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous vendez? Nous fabriquons... déjà, la société a été créée en 2012. C'est-à-dire, j'ai démissionné de mon job. Je faisais de la finance, l'ingénierie financière à Paris. Et j'ai décidé de rentrer pour développer une petite manufacture de produits de soins corporels. Donc, ce sont des laits de toilette, des crèmes, des masques, etc. Avec des ingrédients 100% naturels. Et vous êtes installé où actuellement? Nous sommes installés à Yaoundé. Oui. À Yaoundé.
Oui. Et vous avez quoi? Des ateliers de fabrication, des ateliers de production? On a une unité de production, une petite unité de production. Combien de salariés? Nous sommes 5 à temps plein, mais nous sommes une trentaine si on compte les ambassadrices de la marque. OK. Et lorsque vous produisez vos produits, vous les distribuez comment? À travers vos ambassadrices? À travers un réseau de distribution? Nous avons plusieurs canaux de distribution. Nous privilégions la vente directe d'abord. Nous vendons nos produits à travers notre réseau d'ambassadrices, mais également par distribution sélective, donc dans des pharmacies, des instituts de beauté, quelques supermarchés et de la vente en ligne. Nous avons déjà 3 partenaires à travers lesquels nous arrivons à satisfaire des clients dans à peu près une douzaine de pays aujourd'hui. Vous vendez vos produits dans 12 pays. Comment évolue votre chiffre d'affaires ou votre revenu entre 2012 et 2015? Nous évoluons petit à petit, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous doublons notre chiffre d'affaires chaque année. Aujourd'hui, nous avons une communauté de plus de 40 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous avons multiplié par 10 notre chiffre depuis 2012 et ça évolue tranquillement. Il y a 6 mois, il y a un fonds d'investissement qui est entré au capital, qui a pris 5% du capital, un fonds d'investissement sud-africain, donc sur une valorisation d'à peu près $1,5 million. Donc ça évolue petit à petit. Mais Madine Casalis est toujours en recherche de financement pour devenir une marque de référence en Afrique. Voilà. Aujourd'hui, vous vendez vos produits dans 12 pays. Quelle a été la chose la plus difficile pour vous lorsque vous avez entrepris tout ça ces 3 dernières années? La première chose, c'est que, bon, aujourd'hui, disons qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on a il y a de très grandes potentialités au Cameroun et partout en Afrique, des gens très talentueux, mais on a encore un problème de ressources humaines. C'est-à-dire, même si les gens sont très bien formés, notamment au Cameroun, etc., on a ce problème. Donc, il faut pouvoir former. Le deuxième problème, c'est que je constate qu'on n'accompagne pas assez. Je parle spécifiquement en Afrique centrale, par exemple, un peu in extenso en Afrique de l'Ouest. On n'accompagne pas assez les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on ne prend pas assez de risques avec eux. J'aimerais voir un peu plus de concours, un peu plus d'incubateurs, un peu plus même de business angels ou d'aînés qui ont réussi dans les affaires ou dans l'industrie, qui encourageraient des jeunes. Parce qu'aujourd'hui... Jean Kakou Diago, c'est à vous qui s'adresse là. Hein. Il dit, j'aimerais bien voir plus d'aînés s'impliquer à nos côtés. Ça sonne bien dans votre oreille, ça. Oui, mais je ne sais pas si c'est à moi qui s'adresse. Mais... Ah, mais moi, j'avais compris ça. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes un jeune entrepreneur. Vous souhaitez, vous avez un très bon projet, vous avez un public, vous avez des gens qui vous suivent, vous avez toute une émulation autour de votre produit. Mais derrière, si vous allez voir une banque, qu'est-ce qu'une banque va vous demander? Des garanties. Quand on est jeune, quand on se débrouille, moi j'ai pas 10 terrains et 15 immeubles. Pas encore. Pas encore. Pas encore. À présenter comme garantie. Donc je pense que certains organismes devraient prendre un peu plus de risques, notamment sur ce segment, c'est-à-dire de jeunes entreprises qui ont besoin sur la partie capital risque voilà, elle-même. Exactement. OK. Mais allez-y. S'il a 9 terrains, c'est déjà pas mal. C'est déjà très mal. Oui, absolument. S'il n'y en a pas 10, qu'il en a 9, c'est déjà pas mal. Vous avez raison. Merci beaucoup. On reviendra à votre expérience. J'aimerais juste, avant de passer à un autre intervenant, ce métier dans lequel vous êtes, Christian de Gand, qui est celui de la cosmétique, c'est pour femmes, j'imagine? Nous avons une gamme homme également. Vous avez une gamme homme aussi. Mais vous dites que c'est pour une partie spécifique de l'Afrique, j'imagine, pour des raisons de peau, etc. Exact. Je ne dois pas être dans votre cible, moi. Non. Nos produits sont adaptés à tout type de peau.
Et nous, la particularité, c'est quoi? C'est que nous voulions créer une marque africaine pour les Africains. Ouais. C'est-à-dire une marque qui ressemble aux Africains et qui utilise justement des produits issus de l'agriculture africaine. Donc c'est surtout ça, c'est cette démarche de transformation. Ce message, ce langage, est-ce qu'il est bien reçu dans les environnements institutionnels? Est-ce qu'il est bien reçu chez les hommes politiques? Est-ce qu'il est bien reçu chez d'autres grands patrons lorsque vous en parlez? Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que nous sommes totalement entendus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, je parle dans mon cas, au Cameroun, qui font partie de la vie qui font partie de la vie économique. Aujourd'hui, on a besoin justement d'être encouragés. Aujourd'hui, on parle de développement industriel. Nous, on a envie justement de montrer qu'avec les produits que nous faisons, nous pouvons encourager à la fois l'agriculture, à la fois l'industrie locale, mais également l'emploi à travers justement ce réseau d'ambassadrices, l'emploi des jeunes, mais également l'emploi des femmes. Donc, il n'est pas assez entendu. Donc, nous devons, nous en tant qu'entrepreneurs, nous communiquons fortement là-dessus. Merci. Comment voyez l'avenir? Est-ce qu'il y a un potentiel? Oui. Il y a un potentiel énorme. Aujourd'hui, nous avons envie d'atteindre plus de 50 millions de femmes. Nous avons déjà vendu entre 50 000 et 100 000 produits en 4 ans. Aujourd'hui, nous avons des sollicitations de toutes parts, des bons de commande. Nous venons d'intégrer le Congo, le Gabon. Donc, c'est très, très prometteur. Merci beaucoup. Je viens à vous, Issam Chlo, on va parler de votre métier. Vous êtes, vous, à la tête d'Africa Impact Group. Je voudrais juste préciser à la salle qu'évidemment, vous pouvez interagir avec nous. Je demandais à la régie de nous donner un coup de main. Si vous pouviez remettre le hashtag FIAD 2016 QR pour vos questions, je pourrais les adresser à partir du hashtag de FIAD 2016 QR. Si vous pouvez m'aider en régie en mettant ça à l'écran, voilà, je l'ai là. Et donc, vous posez vos questions sur Twitter. Je pourrai reprendre vos questions et les poser aux différents intervenants. Et sache-le, en quoi consiste votre métier? Vous êtes malien, vous êtes au Mali. En quoi consiste votre métier? Je suis le fondateur de Africa Impact Group. Africa Impact Group, aujourd'hui, c'est, on va dire, une boutique de conseil en financement innovant spécialisée dans les PME. J'ai créé Africa Impact Group en 2012. Et donc, après un début de carrière aux États-Unis. Et nous sommes focalisés exactement sur un secteur très précis de la finance qu'on appelle l'impact investing. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2008, il y a eu une crise financière internationale. Alors comment ça, est-ce qu'on se rappelle? On en souffre encore, nous qui n'avons rien fait. Ok, ben c'est bien alors. En Afrique, on était tranquille, on n'a rien fait, on en souffre. Donc, après la crise financière de 2008 aux États-Unis, vous avez JP Morgan, vous avez la fondation Rockefeller et Acumen Fund qui se sont rassemblés et ils se sont dit, OK, la manière dont on gère les finances et le marché des capitaux, c'est excusez-moi du terme, c'est un gros bordel. Il y a trop de gourmandise, il n'y a pas d'éthique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est là qu'ils se sont rendus compte que dans la finance, il y avait une place pour un secteur de la finance qui va s'occuper de financer des projets qui ont un impact social ou environnemental. Des compagnies qui ont un impact social ou environnemental. Et ça résonne avec l'entrepreneuriat social, ça résonne avec la philanthropie, ça résonne avec le développement des capacités, le développement international, l'aide au développement. Donc ils se sont dit, il faut que le secteur de la finance prenne cette part de marché qu'ils ont appelé l'impact investing. Le terme est né en 2008. Donc voilà, donc c'est général. Moi je suis aux États-Unis. J'ai grandi en Afrique, j'ai grandi dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Et ce que l'impact investing, comment ça se traduisait en Afrique en fait? Ça se traduisait sur l'accompagnement des entreprises dans ce qu'on appelle le milieu manquant. Donc c'est des PME ou des startups qui ont des besoins en capitaux de prêts bancaires de plus de 50 000 $ ou euros jusqu'à peu près 2 millions de dollars en besoin. On s'est rendu compte que les banques
commerciales comme Attijari ou Wafa Bank trouvent que ce sont des entreprises, des startups et des PME trop petites, trop risquées, donc il ne faut pas les approcher. Et les compagnies de microfinance les trouvent trop grandes. Donc ils sont perdus et c'est les jeunes entrepreneurs africains. En fait, c'est un segment. C'est un segment, voilà, c'est un segment qui s'appelle en anglais the missing middle, le milieu manquant. Donc moi, ce que je me suis dit, tiens, je connais l'Afrique un peu, j'ai des relations, j'ai grandi là-bas, j'ai aussi étudié la finance et j'ai travaillé dans des banques d'affaires, dans des fonds aux États-Unis. Je vais me positionner comme étant l'intermédiaire entre ces investisseurs qui sont rassemblés par des fondations, des ONG et tout ça, et ces entrepreneurs en Afrique qui sont porteurs de projets, ces ONG, ces PME qui ont des idées, qui veulent adresser tous ces problèmes sociaux et être l'intermédiaire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en boutique de conseil et on a beaucoup évolué la vision. Au début, quand on a commencé, en fait, on disait on était sur toute l'Afrique, vous pouvez juste nous contacter, on va vous aider à trouver des financements, on a des contacts. Donc c'était un peu ça. Donc on reçoit des requêtes de tous les jours. Ça peut être, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toutes sortes de problèmes sociaux que vous pouvez imaginer en Afrique. On veut aider l'extinction de tels animaux, on veut résoudre le problème de santé par les technologies. Donc après, ce qu'on a compris, c'est que voilà, il y a du potentiel, il y a des entrepreneurs, comment il faut faire. Quel enseignement on peut tirer de cette expérience? 3 ans à essayer de mettre en place une solution selon un modèle qui fonctionne ailleurs et vous voyez un besoin. Ce retour d'expérience, qu'est-ce qu'on doit en tirer? L'expérience, c'est quoi? C'est que ce que j'ai compris, c'est qu'en me lançant dans Africa Impact Group, je regardais trop gros, je regardais sur toute l'Afrique, je regardais tous les problèmes sociaux, on était ouvert à tous les entrepreneurs, mais ces 2 dernières années, on a eu un focus très très ciblé. J'ai envie de le partager en fait. Oui. En quoi il consiste? Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait se focaliser sur certaines problématiques. Donc, bien entendu, on sait que il y a des problématiques qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il y a le problème du terrorisme, on a le problème de la déforestation, la sécheresse, du changement climatique. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas contrôler. On a décidé de se focaliser sur des problèmes et des facteurs clés qui rentrent en jeu dans le financement des PME et des entrepreneurs sociaux. Donc, par rapport à ça, les facteurs qu'on regarde et sur lesquels on se focalise, et la région sur laquelle on se focalise, on est d'abord focalisé sur l'Afrique de l'Ouest. On est focalisé sur 3 pays, sur le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour commencer. Et les facteurs, d'abord, c'est l'intégration régionale et le commerce régional en Afrique. On s'est rendu compte que l'Afrique ne va pas se développer si on ne regarde pas cette vision sud-sud. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le thème du sujet. Juste par ordre d'exemple, en Asie, le commerce intra-pays asiatique est à 70%. En Europe, c'est à peu près la même chose. En Afrique, on est à 10-12%. Pour qu'on puisse se développer, il est impératif que le Mali vende ses manques à la Côte d'Ivoire, que les PME en Côte d'Ivoire les transforment en jus et revendent leurs produits à un autre pays de la sous-région pour transformer. Donc c'est pour ça un peu certaines problématiques, c'est le commerce régional et l'intégration régionale. Un autre sujet sur lequel on s'est focalisé beaucoup, c'est l'agriculture. Tout ce qu'on fait, au minimum, on est à 50% dans l'agriculture. On connaît les statistiques, l'agriculture est liée au chômage des jeunes, parce qu'on sait que l'agriculture recrute plus de 50% des personnes. On a aussi, l'autre problème, c'est les PME. On est focalisé juste sur les PME. Et la stratégie qu'on a, en fait, elle est panafricaine, mais nous, avec nos partenaires, on s'occupe juste de la stratégie Ouest-Afrique. Si vous regardez ce tableau derrière moi, là, enfin cette carte, vous voyez qu'il y a plusieurs points. L'idée, en fait, là, on est sur une stratégie où on a mis en place des hubs, des centres d'accompagnement des entreprises et de start-up et des PME au Mali. On est en train de finaliser la mise en place en Côte d'Ivoire et à Dakar parce qu'on veut connecter ces pays et on veut se rassurer que l'entrepreneur Koïta qui est à Bamako puisse vendre sa production qui sera transformée à Abidjan et signer des contrats de telle manière. Donc c'est sur cette focalisation qu'on est et voilà. Donc on est très très content du domaine qu'on cherche et bien entendu on a toutes les difficultés que les autres entrepreneurs fassent. Lorsque vous entendez ce qu'on a vu ce matin des intervenants comme Jean-Louis Borloo par exemple, comme Tony Elumelu qui appelle l'Afrique à s'électrifier parce qu'elle va créer de l'emploi, parce que ça va permettre tout de suite de donner une bouffée d'oxygène. Comment est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous voyez le lien entre ces visions politiques et le concret quotidien pour agir, chercher des opportunités pour vous?
Comment ça se traduit, vision politique? Tout d'abord, Tony Elumelu, c'est quelqu'un que j'admire énormément. L'année dernière, quand il a lancé son programme de financer 1000 entrepreneurs par an pendant 10 ans, personne ne l'a cru. Juste après la première rencontre à Lagos de ces 1000 entrepreneurs, on a vu tous ses partenaires, que ce soit des gouvernements, que ce soit des bailleurs de fonds qui se sont approchés de lui pour financer sa vision. Donc, en ce qui concerne M. Tony Elumelu, je lui tire mon chapeau. Par rapport à Borloo, je ne connais pas son travail, donc je ne peux pas trop discuter. Non, mais en fait, il nous disait ce matin, il disait, regardez, l'Afrique n'est pas électrifiée. Si on a l'électrification qui arrive en Afrique, c'est une création de richesse exceptionnelle. On va changer le visage du monde. Et même l'Europe va pouvoir gagner 3 points supplémentaires de croissance, rien que grâce à la création de la richesse en Afrique. Je veux dire, non seulement c'est l'Afrique qui va gagner de la richesse, mais la richesse va aller au-delà, ailleurs dans le monde. Alors, concrètement, un entrepreneur comme vous cherchez à accompagner des entreprises. Je veux dire, comment concrètement vous trouvez le lien? Comme je l'ai dit, on a décidé de se focaliser sur certaines problématiques que je vous ai mentionnées, le commerce régional, le chômage des jeunes, l'agriculture. Mais pour revenir sur le point de l'énergie et un autre point comme les infrastructures régionaux, l'énergie en Afrique, il y a énormément d'acteurs qui sont là-dessus. C'est une condition sine qua non aussi au développement, mais ce n'est pas notre domaine. On pense que l'énergie va se développer en Afrique par le renouvelable. Il y a au Kenya, par exemple, il y a des success stories, M-Poka, qui utilisent le mobile money et le financement. On ne veut pas trop se focaliser là-dessus. On a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans les énergies renouvelables, mais on a confiance au gouvernement, on a confiance aux grands bailleurs de fonds pour régler nos problèmes d'énergie, mais aussi on a problème aux bailleurs de fonds et au gouvernement de régler nos problèmes d'infrastructure. On a une vision sur le long terme. Donc quand on voit aujourd'hui que les Chinois se sont engagés pour construire le chemin de fer entre Bamako et Abidjan, à Bamako et Dakar, ou l'autoroute entre Bamako et Abidjan, on est content. On sait qu'on peut se projeter sur nos PME. Elles n'auront pas de problèmes de transport, les problèmes douaniers. Elles en auront moins. Elles en auront moins. Les problèmes douaniers vont être diminués. Donc nous, on a une vision sur le long terme. Mais juste un point que je voudrais mentionner, c'est que ce que j'ai remarqué en travaillant au Kenya, en allant dans des pays comme le Rwanda, c'est que les gouvernements de ces pays et que le secteur privé de ces pays, que ce soit les banques commerciales ou n'importe quel secteur privé, ils supportent les entrepreneurs, ils supportent les jeunes entrepreneurs, et c'est pas juste du pipeau. Qu'est-ce qu'on doit tirer de leurs expériences? Qu'est-ce qu'on peut faire ailleurs que le Kenya, que le Rwanda ou d'autres ont fait? Moi, je pense, juste pour vous donner une idée, on a mis en place des centres, des incubateurs, des centres de formation de PME en Afrique de l'Ouest. 100% du financement est venu soit de notre poche, de nos économies, de moi et mes partenaires, soit de bailleurs de fonds qui viennent des États-Unis, d'Hollande et tout ça. Et quand je discute avec mes collègues du Kenya ou quoi, le gouvernement kenyan leur écrive un chèque de $1 million juste pour monter un centre pour les entrepreneurs. Le gouvernement rwandais fait pareil. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que nos gouvernements attendent pour écrire ces chèques aux entrepreneurs africains pour monter leurs différents projets? Ouais. Donc c'est ça un gros problème qu'il faut qu'on résoudre. Nous, pour notre cas, je remercie le bon Dieu. On a les bons contacts pour avoir des bailleurs de fonds en dehors de l'Afrique. Et pour tous ces entrepreneurs africains qui n'ont pas ces contacts, comment ils font? Ouais. Voilà, c'est un problème très, très important à résoudre là. Merci.